Donc bonjour à toutes et tous à ce forum international contre l'islamophobie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme intervenant, nous avons Nassira Ghenif. Écoutez, en tant que féministe, je vais commencer par une femme. Nous avons Nassira Ghenif avec nous. Donc, Nassira Ghenif, qui est professeure à l'Université Paris 8, chercheur à Experis et vice-présidente de l'Institut des cultures d'islam. Donc, son axe d'intervention précis sera l'insu et la pensée islamophobe en milieu intellectuel et universitaire, concordance et circulation. Nous aurons dans un second temps Abdelali Hadjad, qui est sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Ouest-Nanterre et qui a publié récemment donc avec Marwan Mohamed, un autre Marwan Mohamed, le sociologue, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, aux éditions La Découverte. Et alors lui, ces deux axes principaux d'intervention seront d'une part l'état des lieux de la recherche française sur l'islamophobie, et secondement donc une réflexion sur la relation entre sciences sociales et militantisme. Ensuite, nous aurons Henri Goldman, qui est membre de Tarayouch, donc qui vient de l'arabe classique, qui veut dire en fait coexistence ou vivre ensemble. Henri fera peut-être une précision dessus, et lui qui fera peut-être plus en focus sur le contexte belge et un regard comparatif avec la France. Ensuite, nous aurons Richard Seymour, qui est journaliste au Guardian, donc journaliste anglais, et qui est enseignant au London School of Economics. Il est l'auteur, entre autres, donc, de Austerity et de The Trial of Christopher Hitchens. Donc, voilà. Et il abordera plus en fait la question concernant la stratégie de lutte contre l'islamophobie en Europe. Tariq Ramadan, qui s'est absenté pour une interview, bien placé, sera, je crois qu'on le réservera pour la fin, ça dépend de son temps d'interview par Skype. Qui est professeur d'études islamiques à l'Université d'Oxford et directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à Doha, au Qatar. Ramon Grosvogel, qui est juste ici, qui est chercheur en sciences politiques et sociologie et qui enseigne à l'Université de Berkeley dans le département d'études ethniques, et qui axera plus son intervention sur l'islamophobie comme racisme. Et voilà. I'm very critical of approaches that only centers on how we improve the image of Islam. It's not about image, it's about racism. And therefore we have to confront racism on the ground of pushing against racism, not on trying to improve the image, because that just involves investment in PR and investment possibly in doing plastic surgery for the Muslim community, and that's not quite what my interest is at in fighting and pushing back against racism. So thank you, I'm really delighted to be here with you, and hopefully we'll have a very positive conversation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ce qui est le plus important, et c'est là-dessus que termine Khatib, c'est de confronter le racisme tel qu'il est, avec toute sa violence, parce qu'il y a quelque chose qui tient au consentement, il y a quelque chose qui tient à la détermination quand quelqu'un prend la décision de discriminer, d'agresser, d'insulter une personne juste en raison de sa appartenance religieuse, et peu importe l'apparence de cette personne-là, ça ne justifiera jamais le racisme. Alors, je commencerai par une anecdote, qui n'en est pas une. Je vous renvoie à un article du journal Libération du lundi 9 décembre, donc très récent, et qui porte sur la description d'un hôtel particulier de l'île Saint-Louis, qui vient d'être transformé en centre des études avancées sur le modèle de Princeton, et qui accueille donc des chercheurs du monde entier. Dans cet article, le journaliste s'est employé à faire le parallèle entre ce qu'a été cet hôtel de Lausanne
au XIXe siècle et ce qu'il devient au début du XXIe siècle. Au XIXe siècle, il était à un moment donné le rendez-vous des hachachines, qui semble prendre une délectation répétée à revenir sur cette période qui fut extrêmement brève, qui durera à peine quelques mois, mais qui visiblement l'a marqué, en réactivant en fait la veine orientaliste du début jusqu'à la fin de l'article, et notamment il finit, donc, puisqu'il s'agit aussi de parler du temps présent, il indique qu'un certain nombre de chercheurs sont présents en France, dans ce cadre prestigieux, pour mener des études extrêmement pointues et extrêmement de très haut niveau. Et alors il cite à un moment donné, donc là je cite le journaliste, Leor Halevi, historien à l'université Vanderbilt de Nashville, Tennessee, occupe un petit bureau dans l'aile arrière. Il y travaille sur les perceptions et représentations juridiques musulmanes des produits fabriqués par des non-musulmans. Par exemple, là c'est le journaliste qui reprend, que pensent les clercs salafistes de ces tapis de prière high-tech qui s'allument lorsqu'ils sont pile dans l'alignement de la Mecque? Réponse, beaucoup de mal. C'est typiquement une sorte d'excavation assez classique qu'on peut faire dans la presse au jour le jour et qui montre comment est-ce qu'à un moment donné, la pensée universitaire peut être reprise, déformée, transformée par l'actualité journalistique, mais aussi comment est-ce que, d'une certaine manière, les journalistes réduisent au silence les chercheurs qui pourraient avoir quelque chose à dire sur l'islam qui ne soit pas, en quelque sorte, une veine islamophobe. C'est finalement une sorte d'incitation tout à fait subtile, mais en même temps tout à fait explicite, à réalimenter la pompe islamophobe. Autrement dit, ces gens qui n'acceptent même pas qu'on produise pour eux des biens qui pourraient les aider à trouver la bonne orientation vers la Mecque, sont vraiment des gens qui sont à la fois ingrats et incultes, hein, ou autrement dit, qui ne font pas partie de leur monde contemporain. Donc à la fois cette altérisation par une sorte d'étrangeté au monde capitaliste, d'étrangeté au monde du commerce, à tout point de vue, hein, dans le contexte français, ça va jusqu'au commerce des sexes, n'est-ce pas? Donc nous savons bien que les musulmans sont incapables de s'y adonner. Et ça continue effectivement sur l'idée qu'au fond, ils ne sont d'une certaine manière utiles que lorsqu'ils deviennent un objet d'étude. Donc ces multiples manières d'aborder la tendance islamophobe est quelque chose qui au fond a fini par se routiniser dans la presse. Je voudrais dans un second temps et dans un second point montrer en quoi est-ce que l'université n'est pas exempte en fait de toute une série de pratiques qui peuvent elles aussi alimenter la pompe islamophobe. Il s'agit notamment de la séquence que nous avons connue au sein de l'université française et qui en cela est un modèle anthropologique en soi, une sorte de curiosité anthropologique, c'est-à-dire l'acharnement, la persistance, la volonté qui a consisté à toujours mettre en exergue une sorte d'altérité universitaire qui serait constituée conjointement par les études portant sur les questions d'islam, sur les questions d'identité ou d'altérité arabe à laquelle c'est graduellement adjointe l'altérité noire, mais aussi la manière dont l'ensemble des instances universitaires ont fonctionné à l'égard notamment de la présence de jeunes filles voilées à l'université. Donc ça a commencé par l'éviction, d'une certaine manière, hein, puisqu'il s'agissait notamment de constituer une espèce de cordon sanitaire autour de certaines candidates, donc des secrétariats d'université qui refusaient d'inscrire, des enseignants qui en fait prenaient le parti de ces décisions de non-inscription et qui considéraient qu'il était parfaitement vertueux de leur part, j'insiste sur ce terme, il est parfaitement vertueux de refuser l'inscription à des étudiantes au prétexte qu'elles étaient voilées. Donc ça c'est le cas classique que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est celui de l'extension délibérée et disproportionnée du domaine d'application de la loi de 2004. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas comme en Belgique, ou en Grande-Bretagne ou ailleurs, où on en est à discuter de comment est-ce qu'on va élaborer une stratégie par rapport à la lutte contre l'islamophobie, donc est-ce qu'on va plutôt privilégier tel aspect juridique, etc. En France,
on en est, est-ce que ça existe? Quel est l'enjeu? Et donc tout l'enjeu actuellement, c'est de décrire ce que nous on a appelé la construction du problème musulman, donc essayer de comprendre pourquoi, comment, et aussi à travers ce travail-là, de participer de fait à la construction du problème islamophobe. C'est-à-dire en disant que l'islamophobie pose problème et que de ce point de vue-là, les universitaires, de fait, participent en apportant des connaissances sur l'islamophobie en tant que telle, sur le mot, le concept, les phénomènes islamophobes. Mais il me semble important de souligner la distinction qu'il faut la faire, à mon avis, c'est très important, entre un discours en vocation scientifique et un discours strictement militant. C'est-à-dire que la relation entre sciences sociales et militantisme, comme vous le savez, elles peuvent être plus ou moins étroites, elles peuvent être conflictuelles, etc. Et sur cette question de l'islamophobie, on est dans une situation où, lorsqu'on travaille en tant qu'universitaire sur l'islamophobie, on est taxé de militant, on est taxé de communautariste. Certains pourraient même penser qu'on est des idiots utiles, qu'on est, voire même des sortes de cautions universitaires, des méchants islamistes, voire même qu'on est la branche universitaire d'Al-Qaïda. Ou du Qatar, mélangeant tout. Voilà. Il y a eu des sous-entendus de certains journalistes à notre égard en disant qu'on était potentiellement financés par le Qatar. Et il me semble que les sciences sociales ont un rôle important à jouer dans une forme de connaissance sur l'islamophobie. Pourquoi? Parce que, de fait, on a aujourd'hui une lutte sur la définition de la réalité sociale. Et contrairement aux militants, qui sont considérés comme partiels et idéologiques, les sciences sociales, dès lors qu'elles respectent les règles de la méthode, ont plus de crédibilité, de fait, ont plus de légitimité. Et on a pu l'observer dans la manière dont notre livre a été reçu. Il est sorti au mois de septembre. Je suis désolé de parler de ça, mais ça peut être de l'autopromo, mais ça peut aussi être intéressant d'un point de vue militant. C'est qu'à un moment donné, un des enjeux, lorsqu'on s'intéresse à la construction du problème musulman depuis une trentaine d'années, c'est que dans certaines instances, comme le Haut Conseil d'intégration, la commission Stasi et d'autres espaces de discussion autour de l'islam et des musulmans, les sciences sociales ont été marginalisées. En disant que les sociologues, les politistes sont naïfs. Il faut briser les tabous de l'antiracisme. Il ne faut plus parler de discrimination. Il faut revenir à la bonne vieille intégration, assimilation, etc. Et donc, une des modalités de la construction du problème musulman, ça a consisté à privilégier des visions médiatiques de l'islam, des visions caricaturales, des visions homogénéisantes, au détriment de la vision des sciences sociales autonomes sur l'islam et les musulmans. Donc, il y a une opposition entre un champ médiatique qui majoritairement produit un discours caricatural islamophobe et un champ universitaire qui est marginalisé, qui est invisibilisé. Ensuite, un dernier élément sur lequel j'aimerais revenir, ce sont quels enseignements peut-on retenir à partir de recherches sur l'islamophobie d'un point de vue plus politique. Donc, la question qu'on s'est posée dans le bouquin, c'est comment expliquer que l'idée que l'islam pose problème se diffuse d'un espace social à un autre, par capillarité, comme on dit. Comment cette idée de discrimination légale, d'abord à l'école, ensuite au sein même de l'école avec les mamans, les surveillants, les profs, ensuite l'entreprise, etc. Comment ça se passe? Donc c'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène social. Et un des ressorts de cette extension du domaine de la lutte laïque, c'est l'autonomie de l'espace en question. Donc, l'autonomie, ça signifie quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que lorsque des gens du HCI ont discuté avec des membres d'hôpitaux pour leur dire qu'il y a un problème musulman à l'hôpital,
les médecins, majoritairement, disaient il n'y a pas de problème. On gère la question des demandes, hommes, femmes, la question des repas halal, etc. On gère. Alors que dans d'autres espaces sociaux, on a au contraire cette idée qu'il y a un problème musulman qui apparaît. Donc là, ça renvoie à l'idée que, et à mon avis c'est un point important, le développement de l'islamophobie en France dépend d'une forme de dysfonctionnement de certains espaces sociaux. Donc une perte d'autonomie. Perte d'autonomie, ça signifie quoi? Ça signifie que des médecins, des universitaires, des professeurs, etc., n'ont plus les moyens de poser les propres questions de manière autonome. C'est-à-dire que dès lors que, d'un point de vue politique, par exemple au niveau universitaire, il y a une casse de l'université, qu'on remet en cause les statuts universitaires, qu'on remet en cause les structures mêmes de l'université, il y a une tendance à ce que des problématiques autres, notamment la question de l'islamophobie, deviennent des questions de plus en plus importantes. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut lier le développement de l'islamophobie à d'autres mobilisations sur la question de l'hôpital, sur la question de l'université, sur la question de espaces sociaux, parce que l'islamophobie, c'est une sorte de palliatif, c'est une sorte j'aime pas les métaphores médicales, mais c'est une forme de maladie qui se développe dans des endroits où il y a une forme de perte de sens, une perte d'autonomie. Donc voilà, il me semble que c'est un élément important dans la lutte. Nous savons bien que la particularité de la situation, c'est que les musulmans sont pris en sandwich entre ce qu'on appelle ici l'islamophobie de droite et l'islamophobie de gauche. L'islamophobie de droite qui traditionnellement reprend aussi identité nationale, religion majoritaire, tradition nationale, et la gauche qui avance ici une opposition à tout ce qui relève de la religion, parce que la religion c'est l'obscurantisme, et c'est tout à fait contraire à la vulgate républicaine. J'aurais dit ça, j'aurais présenté des choses comme ça il y a 1 an ou 2, maintenant je ne le dirai même plus comme ça. Je ne parlerai même plus d'une prise en sandwich par deux façons de manifester son hostilité par rapport au déploiement des musulmans dans l'espace public. Maintenant, je pense qu'on peut même dire que la gauche a refilé le logiciel de la laïcité à l'ensemble du champ. Et maintenant, gauche comme droite ont refusionné dans un logiciel très particulier et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Sauf peut-être, là on va y venir, c'est pour ça que je dis qu'il est un pays intermédiaire, dans les provinces francophones de la périphérie. C'était très amusant de voir qu'en Suisse, quand il y a eu tout le débat sur les minarets, là, ce débat-là s'est déroulé en allemand au nom de l'identité nationale et de la prépondérance du christianisme, mais en français au nom de la laïcité. Virage qui était pris remarquablement avec une finesse redoutable par le Front National sous l'égide de Marine Le Pen. Alors, ça aboutit au fait que dans toutes les questions politiques sensibles, le débat s'est posé en France d'une façon qu'on n'a pas retrouvée dans les autres pays. En 2004, au moment où la France vote cette loi d'interdiction des signes religieux dans les lycées et collèges, on a le comité onusien qui doit gérer la Convention sur les droits de l'enfant, qui s'inquiète beaucoup parce qu'en Allemagne, certains Länder envisagent d'interdire le port du foulard aux enseignantes. Donc, effectivement, vous avez en Europe une série de pays où le port du foulard est interdit aux enseignants. D'autres, il est autorisé, mais vous n'en trouvez aucun, alors on est déjà maintenant devant un panel 2004 qui a suivi l'exemple de la France et qui a légiféré pour ce qui concerne les lycéens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures d'interdiction réelles, il y en a notamment en Belgique, mais aucune n'est arrivée à le traduire dans un dispositif législatif central avec tout le poids symbolique de... Là où ça avance, c'est de façon masquée et relativement honteuse. En Belgique, on a un parti qui est l'équivalent de l'UMP français, grand parti de droite, qui a fait une proposition pour interdire le port de foulard dans les assemblées représentatives, proposition qui n'est pas passée. Et on est quand même un petit peu éberlué de voir exactement la même proposition a été faite en France, non seulement par le Haut Conseil de l'intégration qui est sarkozien, mais par le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est quelque chose que même les partisans belges de Jean-Luc Mélenchon n'avalent pas. Hein. Donc là, on est vraiment dans... Et alors, la troisième grosse différence, c'est l'usage du terme islamophobie dans le champ thématique.
Donc, pratiquement dans tous les autres pays, effectivement, on peut diverger, comme tu l'as dit, sur les stratégies, mais le mot, et sur le contenu, qu'est-ce qui est islamophobe et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais le fait qu'on a là une forme de discrimination massive qui vise un groupe précis qui doit être nommé ne fait pas problème, comme il ne fait pas problème dans les documents officiels européens, puisque le terme est complètement validé par l'Agence des droits fondamentaux de Vienne, et y compris même par la communauté européenne à travers les propos réitérés de sa vice-présidente de la commission, Viviane Redin. There are elements of continuity, but as Stuart Hall put it, racism is always historically specific. Though it may draw on the cultural traces deposited by previous historical phases, it always takes on specific forms. It arises out of present, not past conditions. Its effects are specific to the present organization of society, to the present unfolding of its dynamic political and cultural processes, not simply to its repressed past. Two consequences follow from this. First, one cannot try to judge contemporary forms of racism in relation to how closely they resemble so-called classical forms of racism. Je vais essayer de vous donner une traduction synthétique du propos de Richard, ce sera bien entendu réducteur. Ce sentiment d'avoir perdu quelque chose est vraiment très prégnant dans le discours islamophobe et incapable de produire une action politique et un discours efficace face à un capitalisme en crise, eh bien on a recours à la présence des autres. Ces autres-là, qui vont être accusés même parfois d'être la cause de notre incapacité à maintenir un modèle social. C'est parce qu'il y a des immigrés qu'on n'a plus les moyens de mener des politiques ambitieuses. C'est parce qu'il y a des immigrés que notre modèle éducatif et notre modèle de santé va être en déliquescence. Donc, Richard proposait ensuite d'imaginer l'islamophobie comme quelque chose de beaucoup plus large qu'une action politique, comme un système symbolique. Ce système symbolique, il n'est pas dans l'immédiat, il n'est pas instantané. Il est le fruit de décennies de stratégies raciales dans des espaces différents. Un espace médiatique, un espace politique, un espace institutionnel, un espace académique aussi, comme le notaient les intervenants précédents. Et donc, puisque l'islamophobie est multiforme, notre lutte contre l'islamophobie doit être pluridimensionnelle et l'adresser dans sa globalité. Souvent, je pense que il y a des batailles à mener, et elles sont à mener, sur le champ politique, sur le champ immédiat, sur le champ de la résistance. Et ce travail-là, faire obstruction à des manifestations racistes, essayer d'enrayer un projet de loi islamophobe, ce travail-là, il est nécessaire, mais il se place dans un temps immédiat. Et ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est que la manière dont cette lutte se positionne aujourd'hui, elle est le fruit d'un travail sur le plan idéologique et culturel qui s'étale sur plusieurs décennies. Et donc, le temps politique, il est un temps à court terme, le temps idéologique et culturel, il est un temps du long terme. Et donc, il faut absolument inclure ce temps idéologique et culturel dans la lutte globale contre le racisme et l'islamophobie. Et il ne faut pas concentrer toutes nos forces sur les formes les plus toxiques, les manifestations les plus immédiates, les plus visibles de l'islamophobie. On a souvent tendance à identifier immédiatement l'extrême droite comme le seul foyer, l'espèce de fondement central sur lequel il faudrait concentrer tous nos efforts. Ce serait une erreur, parce que si on n'inclut pas les autres sphères dans la lutte contre l'islamophobie, on passe à côté de tout l'aspect consensuel qu'elle est en train de prendre. On parle des médias, on parle de partis néolibéraux, on parle des gouvernements, on parle des administrations et aussi d'un certain nombre de financiers de ces activités-là, de ces groupuscules-là, de ces think tanks-là. Il y avait une proposition, c'est aussi, puisque on comprend que l'islamophobie, elle ne trouve pas son fondement dans un champ rationnel et analytique, on comprend que le discours savant et puis le discours explicatif pédagogique, il n'est pas suffisant pour l'adresser. Qu'est-ce qui va pouvoir modifier ça? Il y avait deux suggestions. La première, c'est de produire une expérience humaine, une expérience réelle de ce que peut être un environnement multiculturel. L'expérience humaine, c'est celle-ci qui va dépasser le champ immédiat cognitif. Donc ça, c'était la première suggestion. La deuxième, c'est de travailler sur ce qui est le sens commun de l'antiracisme. Ce sens commun, c'est bel et bien celui-ci qui rend l'islamophobie consensuelle. Et donc c'est sur celui-ci qu'il faut travailler pour changer ce côté consensuel du racisme et que le consensus se fasse plutôt en soutien aux victimes. Ensuite, Richard mettait en garde contre des dérives possibles, des erreurs de compréhension possibles. La première, c'est de ne pas confondre l'antiracisme avec la lutte contre des mesures d'austérité. Il y a des axes communs.
Mais quand on aura combattu les mesures d'austérité, on ne se sera pas débarrassé du racisme et de l'islamophobie. Parce que le racisme n'est pas le seul fruit d'un désespoir du monde, d'une insécurité face à un contexte de tension économique et sociale. Ce que le racisme organise, c'est justement cette expérience sociale en contexte de crise. Ce que le racisme organise en tant que système, c'est le fait qu'un certain nombre de groupes d'appartenance sociale, ethnique, culturelle, vont réagir à des contextes de tension économique en visant d'autres communautés. Et lorsqu'on va leur produire le discours des boucs émissaires et en leur désignant la cible comme étant les musulmans, les Roms, les migrants, eh bien ils vont réagir à cette stimulation dans ce contexte. Et ça, c'est le fruit de plusieurs décennies. Donc il faut comprendre profondément le lien causal ou corrélé entre les crises et l'émergence du racisme, mais ne pas les lier comme complètement joints. La deuxième dérive, c'est de confondre l'antiracisme et l'anti-impérialisme. De penser que lorsqu'on aura apporté une réelle contradiction à l'impérialisme idéologique, militaire, que mettent en œuvre à l'heure actuelle les Américains, et bien on se débarrassera de l'islamophobie. Non, le discours islamophobe précédé le 11 septembre et la guerre contre la terreur, la guerre par la terreur que sont en train de mener les Américains, et l'islamophobie existera, et elle existe malheureusement même après la fin technique de ces conflits armés. Donc il y a une part réellement domestique, nationale, ancrée localement à ces formes d'islamophobie. Et donc la lutte contre l'impérialisme est nécessaire, mais pas suffisante à l'éradication de ce phénomène. Le point suivant, c'est casser la théorie de la radicalisation. On a souvent l'idée que les musulmans, certains d'entre eux vont basculer dans la radicalisation. Qu'est-ce que c'est? On peine à le définir. Pour certains, prier, c'est déjà radical. Porter un foulard, c'est déjà radical. Avoir une barbe, c'est déjà radical. Et donc cette narration, ce discours de radicalisation, il faut le casser. Et ça permet également de casser la manière dont on réagit à des événements de violence. Richard prenait l'exemple de l'assassinat d'un soldat d'Eric Bee à Woolwich dans la banlieue de Londres. Le fait qu'on réagisse de façon de lecture ethnique, raciale, religieuse de ce passage à l'acte, il y a un problème en soi. D'accord ? Le déterminisme dans cette violence-là, il est non religieux. Le processus de marginalisation et de passage à l'acte violent n'a pas un déterminisme religieux. Et donc, il faut poser cette question-là et envisager cette question de manière beaucoup plus large et avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Europe qui est profondément injuste et raciste. Et si on n'est pas capable d'adresser ce problème dans sa globalité, de le dire avec courage et de comprendre que l'islamophobie ne touche pas que les musulmans, mais qu'elle produit une injustice beaucoup plus large, on aura du mal à le combattre de manière efficace. Et le dernier point, c'est d'envisager le racisme dans une approche où on essaie de comprendre les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Quand on regarde le racisme anti-noir, le racisme anti-rom, l'islamophobie, l'antisémitisme, il faut comprendre comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres, comment ils se nourrissent les uns avec les autres, comment parfois ils mobilisent des groupes qui sont en vérité les mêmes, d'accord, et voir qu'il y a quelque chose qui tient à la convergence des processus de racialisation. Et l'islamophobie en tant que telle, elle n'est qu'une forme de racisme respectable qu'on essaie de construire pour légitimer d'autres formes également de racisme. Je voudrais commencer mon exposition pour la une de Le Monde ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la une de Le Monde, de l'édition de week-end. Racisme, une France tolérante mais crispée sur l'islam. Et la conclusion de la recherche, c'est que la France est moins et moins raciste, mais plus et plus islamophobe. Donc, il a fait il a coupé la islamophobie de le racisme. Okay? Et comme si la islamophobie ça n'a rien à voir avec le racisme. Et c'est très intéressant de voir la rhétorique et toutes les choses qui sont là-bas, parce que c'est un peu étonnant la manière comment est-ce qu'ils sont, ils essayaient à réussir à présenter une France pas raciste, mais oui, islamophobe, parce que ça commence à croiser, à croire. Donc,
Je voudrais dire quelques mots sur ça. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais je voudrais dire que dans le monde occidental, la islamophobie est une forme de racisme il y a 100 siècles. 100 siècles. Écoute, on lit ça aujourd'hui, sont perturbants de voir qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas il ne connaît pas que la question de l'islamophobie dans l'Occident, il y a 100 siècles, d'être une question raciale. ¿Okay? Mais il parle comme si c'était une chose dehors du racisme. ¿Okay? A partir de elevar las casas de Sepúlveda, ils ont décidé de passer les indigènes des Amériques à une manière de travail coercitif qui s'appelle la encomienda, que ça a été utilisé avec la conquête de l'Andalus et qui s'est extrapolé à les Amériques. Et dans ce moment-là, il décide que le travail esclavagiste va être fait pour les Africains. Et il commence à transporter les Africains kidnappés en Afrique et envoyés aux Amériques et être esclavisés. Okay? Et ça, c'est le moment dans lequel le racisme des peau, le couleur de peau, commence avec force. Mais c'est pour dire que, premièrement, le premier moment de racisme, ce n'est pas un racisme sur le couleur de peau, c'est un racisme théologique. C'est un racisme et le marqueur, c'est toujours l'identité religieuse. Ce n'est pas l'identité à partir de couleur de peau. Ça va arriver plus tard. Okay? Ça, c'est une chose importante. Mais ça va continuer. Il va y avoir plusieurs manières de marquer la supériorité et infériorité sur la ligne de l'humain, que ça, c'est la définition du racisme. Une structure de domination institutionnelle, de pouvoir, dans laquelle il y a des supériorités et infériorités sur la ligne de l'humain, mais ça va être marqué por la cuestión, de plusieurs manières. Première des choses qui est claire sur la question de l'islamophobie, ça relie à ce que tu as dit par rapport à la chute de l'Union soviétique, où il y a une vraie question sur la question de l'islamophobie, qui est une question extrêmement large, qui a à voir avec toute la théorie qui est celle qui s'est fondée sur le conflit des civilisations. On est à ce niveau-là. On est à un véritable niveau, c'est-à-dire que c'est une véritable idéologie du conflit des civilisations dont l'autre va être le musulman et on va construire là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit un nouvel ennemi, toutes ces théories qu'on a dit après la chute du communisme, mais là, cette dimension de la civilisation, notre civilisation et l'autre, quand je me retrouve en face d'Aznar dans un débat au Portugal et que Aznar termine en disant mais de toute façon il n'y a pas 2 ou 3 civilisations, il n'y en a qu'une, c'est la civilisation des civilisés, les autres sont des barbares. Il était Premier ministre, il était chef du gouvernement espagnol, il est dans l'opposition. Et si implicitement vous écoutez ce qui se dit, que ce soit aux États-Unis ou même en France aujourd'hui par des mouvements qui ne sont pas le Front National, il y a cette idée qu'on est dans un véritable conflit de civilisation et que l'islam c'est l'autre. On est à ce niveau-là. Et ça, c'est une démarche où il va falloir s'engager de ce point de vue-là. Et elle n'est pas neuve. Et c'est là aussi où Il me reste 5 minutes ou j'ai parlé 5 minutes? J'ai essayé. Donc, ce que tu disais sur le colonialisme, toute l'étude par exemple sur l'orientalisme, toute cette structure mentale qu'il y a dans l'orientalisme que décrivait Edward Said, et toute la question du colonialisme. Attendez, le colonialisme, dans sa perception de l'autre, lisez les discours de ceux qui ont colonisé, qui ont mis en évidence à un moment donné, il y a chez les colonisés une notion qu'il va falloir, une référence, qui est une référence religieuse. L'islam de ceux qui résistent est un problème au rapport aux pays colonisés. C'est tout ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui sur l'émir Abdelkader, qui était un soufiste, une espèce de récupération par le soufisme d'un homme qui avait compris politiquement
vous ne nous la ferez pas. C'est un homme qui était fondamentalement lié à sa référence musulmane et qui a compris que vous en faites l'ennemi, mais lui, il en a fait l'élément d'inclusion. Il part en Syrie, va protéger des chrétiens au nom de l'islam contre ceux qui veulent les tuer. Il a bien compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui était lié à... Non, c'est pas uniquement la colonisation politique contre nous, il y a un véritable clash dans la perception que vous voulez faire de l'islam comme ennemi. Et ça, c'est très ancien. C'est dans la colonisation et c'est encore maintenant. Donc, on est à ce niveau-là. Deuxième élément, rapidement, c'est il faut qu'on en parle, c'est toute la question des migrations. Alors, c'est vrai, avant, on parlait des Turcs, des Pakistanais, des Arabes et tout. Maintenant, l'islam, il y a un lien avec la migration. Et il y a un lien, il faudra qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que ce discours qui est tenu aujourd'hui sur les Roms, qui est tenu aujourd'hui sur les musulmans transversalement, jusqu'au Canada, qui sont des anciens pays de migration, aux États-Unis, qui étaient des anciens, où on célébrait, aujourd'hui, il y en a qui sont en train d'idéaliser les États-Unis, mais descendez, atterrissez. Atterrissez les États-Unis, c'est le contraire qui est en train de se passer. Les personnes qui font le plus face à la discrimination sociale et politique, c'est les latinos aujourd'hui. Et avec les musulmans, il y a quelque chose qui est en train de complètement changer. La question des migrations est un élément important. Pourquoi? Parce qu'on va la lier à la question des identités. Dites-nous qui sont les migrants et nous saurons comment nous définir nous. C'est-à-dire un vrai discours sur l'identité, c'est un deuxième niveau, qui n'est pas le même que le premier. C'est encore autre chose, parce que là, on rentre sur le plan national, sur un plan du discours. Les Coldplay ou les valses, ils ne viennent pas de la planète Mars. Ils viennent de ce discours qui est bien compris, là. Il a un impact électoral fondamental. Troisième élément, c'est celui dont on a parlé, celui du racisme. Et là, le racisme, la xénophobie, c'est-à-dire la peur, tout le discours sur l'ennemi, et qui est un discours qui va être une xénophobie, un racisme structurel. La question de l'école, la question de l'emploi, la question de l'habitat, ça c'est vrai. Et de ce point de vue-là, il faut aussi s'y engager. C'est un troisième niveau. Raison pour laquelle, dans le premier niveau, par rapport à ce que disait Dr Hatem quand il parlait tout à l'heure de « c'est pas une question d'image de l'islam », moi je nuancerais. Il y a, sur certains plans, un vrai travail à faire sur l'image de l'islam. Parce qu'au niveau du clash des civilisations, c'est l'image de l'islam qu'on est en train de toucher. Il y a un travail à faire. Mais il ne faut pas confondre ce travail à ce niveau-là avec l'autre travail du racisme structurel. Vous n'allez pas dire aux gens, vous savez, nous les musulmans, on est gentils et on a droit à l'emploi. Ça, vous oubliez. Ce n'est pas du tout le débat. Mais il faut savoir placer les questions, les bonnes questions auxquelles il faut répondre au niveau où on est en train de discuter. Sur la question des civilisations ou sur la question des migrations, par exemple. Et c'est pour ça que quand on voit tous ces niveaux-là, il faut qu'on se rende compte qu'il va falloir avoir des alliances croisées, des débats théoriques croisés, des champs d'études croisés, et non pas les isoler. Plus on fait, nous, dans la ségrégation des champs d'études, plus on se piège, parce qu'on fait qu'un seul élément de ceci. Il faut les croiser. Quatrième niveau de représentation, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, sur la question scolaire, il faut aller jusque-là, parce que ce qu'on enseigne dans nos manuels scolaires, la question de la mémoire, la question de la présentation de l'islam, la question même au niveau académique, qui a autorité académique? Il y a des gens aujourd'hui qui traitent la question de l'islam et de l'islamophobie, c'est des idéologues, ils sont à la science que moi je suis à la Suède. C'est pas vrai, ce sont des idéologues, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand l'académique sanctionne du trait académique ou pas, parce que parfois ils ne sont même pas reconnus sur le champ académique, mais les médias les reconnaissent comme des champs académiques, c'est par exemple, je veux dire, qui au niveau académique prend aujourd'hui au sérieux les études de quelqu'un comme Forrest, ou comme les études de quelqu'un comme Keppel. C'est les médias qui en font des références académiques, pas la démarche académique. Malheureusement en France, mais parfois c'est ça le problème, c'est qu'on voit des universitaires qui en font des références académiques à l'extérieur et qui continuent à le croire, par exemple dans le champ américain par rapport à un certain nombre de ces éléments. Mais ce que je voulais dire, 2 minutes, ça va? Là tu viens de me dire que c'est fini? D'accord, ben voilà, c'est très bien. Donc ce champ sur la représentation scolaire, les programmes, tout ce qui est dit sur l'histoire. L'histoire, c'est un formidable élément d'intégration d'une perception sur le plan civilisationnel, premier niveau. Deuxième élément, des migrations, deuxième niveau. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, mais vous venez d'arriver. C'est-à-dire tout ce qui est dit sur l'Espagne, l'héritage, vous venez d'arriver. Vous n'avez jamais contribué, vous êtes étranger à la constitution de la conscience européenne, mais des mensonges caractérisés. Quand on enseigne ça, c'est du racisme qui est structurellement intégré au champ du savoir. Donc on en est là. Et ensuite, au niveau académique, qui parle et qui a autorité. Ça, c'est le 4e niveau. 5e niveau, c'est finalement la définition de l'islam.
Ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, définir l'islam, c'est aussi se positionner idéologiquement. Pourquoi? Parce que dans toute la question sur la terreur, nous, on s'est dit la question sur la guerre contre la terreur de Bush et tout ceci, mais le plus grave dans tout ceci, ça n'a pas été la guerre contre la terreur, c'est les dommages collatéraux de tout le discours qui a été lié au terrorisme et au discours qui a été lié à l'islamisme. Parce que l'ennemi, c'est ceci. Alors après, vous pouvez être contre l'islam politique, mais il faut vous rendre compte qu'à partir d'un certain moment, il y a un discours qui s'est constitué. À partir du moment où vous définissez l'islam d'une certaine façon, vous allez faire rentrer tout ce que vous n'avez pas défini dans l'islam, dans le champ de l'islam politique dangereux. C'est-à-dire dans tout ceci, dans tous ceux qui sont pas loin de l'islam terroriste ou de la violence, mais regardez tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a intégré comme discours par rapport à la question de l'islam politique. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de ce point de vue-là d'aller dans l'opposition, mais quand on fait par exemple de la question de la pratique musulmane, quand il est dit qu'on pratiquer c'est déjà trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit l'islam d'une certaine façon. Qui a autorité? Qui va-t-on faire venir sur le devant de la scène pour nous dire qui c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que doit être? Comment doit être compris l'islam? Ça, c'est pas un hasard. Là-dedans, cette définition-là, elle est importante parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des spécialistes sur le plan académique et sur le plan médiatique de traduire une question de la peur, du doute, de la suspicion. C'est-à-dire, il y a un islam qui est un islam modéré, puis il y a l'autre islam qui est un islam suspecté. Suspecté, c'est-à-dire quand on entre dans la pratique, alors on est dans l'islamisme déjà, ça c'est un autre élément. Avant-dernier élément, vraiment je conclue, il ne faut pas ne pas aborder, dans le livre de Abdelali on en parle, mais on en a parlé également, je vous renvoie à un livre de Nathan Lee qui a écrit l'industrie de l'islamophobie aux États-Unis, mais il y en a plein de ces livres-là. Je veux dire aujourd'hui, parmi les gens qui sont en train de faire de cette islamophobie une industrie et un commerce, il y a des gens qui sont directement liés au soutien en Occident de la question israélienne. Point. Il ne faut pas commencer à... C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les Daniel Pipes, les Emerson, par exemple, David Echanmi, là, qui est aux États-Unis, qui a lancé toute cette opération contre l'application de la charia et tout ceci, c'est des types qui sont directement liés. Regardez maintenant les champs de référence. Daniel Pipes, Douglas Murray, qui fait la préface et qui publie le livre de Caroline Fourest. Tous ces champs-là, ce sont des réseaux internationaux qui ont une dimension claire. Plus vous taperez sur cela avec un discours potentiellement lié à une nouvelle expression de la question palestinienne en Occident, eh bien, il faut les satelliser, il faut les diaboliser. Donc ce lien-là, il faut le faire, il ne faut pas commencer à jouer les naïfs. À partir d'un certain moment, il y a dans la multiplication du discours islamophobe en Occident des gens qui sont directement liés avec des intérêts israéliens et avec des intérêts du gouvernement israélien par rapport à notre présence. Quand Pierre Lelouch, devant moi, dit qu'il faudra faire attention à ces nouveaux citoyens français parce qu'ils ont les capacités de changer la politique étrangère de nos pays, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement clair. Et il a raison. Il a raison. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui avec des moyens quant à l'opinion publique, d'autres pourront le faire avec de nombreux moyens de l'expression publique. Ils ont raison. Donc à partir d'un certain moment, il faut se rendre compte que là, on est dans un champ. Et le dernier élément, il faut quand même le dire, c'est aussi tous les médias. Parce que les médias, il y a des considérations qui sont économiques, il y a des considérations qui sont politiques. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a des considérations qui sont dans la controverse. Ça fait de l'argent. La question aujourd'hui, tout ça là, je veux dire, tous ces articles, tout ceci, on le sait aujourd'hui, quantitativement, ça fait de l'argent, ces controverses. Donc on est dans une espèce de perversion sur le plan financier, perversion sur le plan économique, sans compter que, de ce point de vue-là, notre parole médiatique, elle est satellisée, elle n'est pas encore visible, et puis vous avez vu tout ce qui se passe par rapport à ce récent, assez extraordinaire rapport qui a été remis aujourd'hui, et qui ont été, vous avez vu que le Premier ministre et le Président ont dû dire, non, on a reçu le rapport, on ne partage pas les idées. C'est intéressant aussi. Voilà, merci. Nous avons apparemment parmi nous dans la salle aujourd'hui, alors je vais vous le dire comme ça, les idiots utiles qui sont à l'origine de ce forum international d'aujourd'hui saluent les républicains laïcs qui sont présents ici, mais qui ne prendront pas la parole et qui sont venus en fait écouter nos arguments pour affiner leur réflexion.
Voilà, c'est dit. Bonjour, donc moi j'avais une remarque par rapport à l'intervention de Ramon Grossfogel sur la déshumanisation, le fait de ne pas avoir d'âme. C'est très intéressant, c'est des termes qu'on retrouve aujourd'hui par rapport aux femmes voilées, aux femmes qui portent le voile intégral. Donc on a vu ça au Québec avec toute une controverse autour de gardiennes de crèche qui portaient le voile intégral, mais aussi en France par rapport à l'affaire Babilou. Par exemple, dans un article pour le magazine Elle, il y avait Madame Caroline Eliachef qui disait que c'était très perturbant pour des bandants de voir des femmes sans oreilles, sans cou et sans cheveux. Donc c'est même plus du racisme, on est au-delà de la race humaine avec les femmes musulmanes qui se voilent. Donc je trouvais très intéressant que vous fassiez remonter cette islamophobie très loin et cette question de l'âme et de la déshumanisation parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, je pense. Oui, alors moi j'avais une réflexion à faire, donc je suis contente de voir quelques femmes quand même. Et malheureusement, elles sont assez rares à prendre la parole généralement. Et je pense que, étant donné que l'un des instruments majeurs qui est utilisé contre les musulmans et sur la question islamophobe, c'est l'oppression supposée que les femmes musulmanes subiraient, il faudrait peut-être penser à une meilleure représentation dans les organisations islamique en France, quand on voit qu'à la mosquée de Paris, alors qu'historiquement les femmes ont toujours été présentes dans la salle de prière, aujourd'hui elles sont contraintes de prier au sous-sol à côté des toilettes. Il faut aussi penser peut-être à cette image-là et à occuper l'espace en tant que femme musulmane dans le domaine académique, mais également dans le domaine théologique. Dans un contexte contemporain, elles sont les sorcières qui effectivement doivent être à tout prix, en quelque sorte, éradiquées du paysage, et alors que ce soit par le dévoilement ou que ce soit par la conversion. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire en fait pour réactiver ou pour mettre en évidence les expressions de l'altérité, de l'étrangeté, y compris dans ses formes les plus obscènes, hein, puisque c'est souvent sous la question de l'obscénité ou de la monstruosité qu'en fait on parle de l'existence, de la visibilité et de cette forme de prolifération que constituerait l'islam dans notre champ visuel. C'est un discours qui est en train de nous dire que nous l'avons perdu. Tout ce discours qui est en train de mettre en évidence l'intégration, ça ne marche pas, tout ça, ce sont des discours de militants, des idéologies qui sont en train c'est pas vrai. Je veux dire, encore une fois, je suis beaucoup plus positif et c'est pour ça que il faut qu'on continue ce travail-là, tout en sachant qu'il y a un domaine sur lequel il faut que nous travaillions de façon croisée. Il faut que la question, par exemple, du discours, ce que nous n'avons jamais réussi à faire, vous avez des musulmans aujourd'hui qui se posent la question de savoir si on peut prier sur Nelson Mandela sans avoir entendu ce que cet homme a dit sur son combat. C'est-à-dire que c'est un homme qui était, je veux dire, qui avait une conscience du projet de libération des peuples, dont le sien est celui de la Palestine, qui était extrêmement pointu, mais pas seulement, sur tous les pays du Sud. On ne sait pas nous réconcilier avec cette histoire-là. La grande révolution de Malcolm X, c'est pas qu'il ait pensé que les Blancs étaient égaux aux Noirs quand il revient du pèlerinage, c'est de comprendre que c'est une lutte transversale, c'est Sud, Sud, Nord. C'est pas simplement Sud, Sud, c'est Sud, Sud, Nord. Il y a des forces dans le Nord qu'il faut allier. Donc c'est une autre conscience, une espèce de révolution intellectuelle. C'est ça que j'essaie de mettre en évidence par ces chantiers-là, en sachant que sur la question palestinienne-israélienne, ceux qui aujourd'hui pensent qu'en Europe il faut se taire là-dessus, qui n'ont pas compris que l'un des certains espaces d'influence, je veux dire, la LICRA en est un, le CRIF en est un, mais c'est pas simplement ceci. Je veux dire, quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, il faut qu'on se rende compte que c'est hyper puissant en ressources financières et en jeu de pouvoir, c'est un rapport de pouvoir. Mais il y a une autre puissance qui doit se présenter par rapport à ça, c'est la question de l'intelligence et du nom. L'intelligence et du nom, c'est-à-dire le vrai travail du terrain que nous avons à faire. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Dernier point, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la question des femmes, ça n'est pas simplement une question. Il faut refuser cette espèce de perception de la femme comme étant l'objet de l'islamophobie en mettant en évidence une question d'autorité dans le propos académique, mais dans le discours religieux. Là-dessus, ce que vous avez dit, je pense que c'est capital. Nous travaillons dans le sens de la demande d'abrogation de toutes les lois islamophobes, sexistes et racistes, et de toutes les circulaires, notamment la circulaire Châtel qui exclut les mamans en tant que femmes, mais en tant que maman aussi de
des espaces scolaires. Moi j'ai tout de suite interprété comme venez pas me chercher sur la laïcité, je fais cette proposition, je m'en tiendrai là et je ne ferai pas d'autres propositions. Voilà, les accompagnateurs c'est ça, et c'est pas autre chose. Et pousser dans ce sens-là et le faire savoir. Mais il y a peut-être une couche derrière qui pourrait permettre de gagner, de faire bouger les lignes, de compléter sa lutte. La laïcité garantit l'égalité homme-femme. C'est même pas promeut, c'est garanti. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre bien à quoi ça sert l'instrumentalisation du féminisme. C'est qu'en fait, donc on a la laïcité, donc on a les droits des femmes. Donc ceux qui sont contre les droits des femmes, c'est ceux qui ne sont pas laïcs. Mais par contre, la République française garantit l'égalité homme-femme, il n'y a pas de problème. Donc c'est une manière de se dédouaner en fait d'une situation d'inégalité qui est pourtant bien présente et qui ne fait que s'aggraver. On parle beaucoup de laïcité, mais en réalité, dans nos milieux, l'athéisme est considéré comme un signe d'émancipation supérieure au fait d'avoir la foi. Globalement, les croyants, ils sont un peu en retard. Donc là, c'est une petite parenthèse pour dire qu'on sera aussi fort dans notre combat ici en France si on articule problématiques internes et politique étrangère française. Voilà. Donc un ensemble d'acteurs privés et publics qui peuvent aider, qui peuvent accompagner, qui peuvent soutenir les personnes victimes de discrimination. À partir de quel moment l'affichage de son appartenance religieuse devient-elle un signe ostentatoire? On a vu des caricatures qui pour moi sont clairement islamophobes. On accole un certain type de comportement à un individu du fait de son appartenance, c'est ça l'islamophobie? J'ai plutôt été souvent mise en situation où on avait des proviseurs qui étaient tenus de respecter la loi et qui s'en tenaient à la stricte application de la loi et ne voulaient pas la dépasser, en face de nombreux collègues qui exigeaient que l'application de la loi soit dépassée. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Comment on mène vraiment les débats, comment on crée du collectif pour empêcher cette violence qu'on peut vivre après individuellement si on est trop isolé, sortir de cet isolement, mais il faut rester dans les cas des organisations politiques, syndicales, associatives dans lesquelles on milite. On ne peut pas parler d'égalité par rapport aux femmes voilées. Pourquoi? Parce que le foulard nous est toujours renvoyé à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite et j'en passe. D'accord? Donc il faut refuser les termes du débat dans lesquels on nous maintient maintenant à minima depuis une dizaine d'années. Comment les mouvements peuvent faire en sorte que la référence à l'intérêt général l'emporte sur l'imposition des intérêts des couches de... Voilà. C'est un des thèmes de cette journée, si j'ai bien compris. Faut-il incriminer la loi? La loi est-elle, en d'autres termes, offre-t-elle un terrain favorable à l'expression de l'islamophobie ou est-ce qu'elle a des traductions qui permettent de réprimer plus particulièrement l'appartenance à l'islam? Alors, vous demandez, est-ce que vous faites la différence entre féminisme et laïcité? Non, parce qu'il n'y a plus de différence, hein. Féminisme égale laïcité en fait. Et si vous n'êtes pas d'accord, revoyez votre pensée. Premier point de conclusion, c'est qu'il y a des résistances. C'est une banalité, et les bonnes synthèses ne sont toujours pas des banalités. Et peut-être que le premier acte, c'est de les faire connaître. Nous savons par tous les travaux sur la discrimination que la première réaction de la majorité des discriminés, c'est de se considérer comme responsable de la situation. C'est dire que quand on regroupe 300 appels en 2 mois et demi, nous sommes devant une massification des actes islamophobes et pas seulement devant une augmentation quantitative. Et je pense que là-dessus, nous avons également des choses à développer comme communication commune. Si on n'est pas capable de prendre cette distance-là, de prendre ce recul-là, pour penser nos mobilisations, aussi dans un rapport de force politique, on fait ce qu'on peut qualifier de soins palliatifs. On va régler des situations au cas par cas, on va obtenir parfois gain de cause pour les victimes, on va faire un travail de médiation et essayer de résoudre des problèmes, mais on passe notre temps à résoudre des problèmes qui sont des conséquences d'un problème qui est autrement plus large, qui est systémique, qui est global et qui est l'islamophobie dans toutes ses dimensions. Quand il y a des cas comme ces mamans qui sont discriminées dans les sorties scolaires, il suffit d'une décision pour impacter toutes les situations qui se reproduisent dans cette décision. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la question musulmane entre guillemets, c'est aussi une question sociale. Donc la question raciale, la question religieuse sont aussi des questions de classe, des questions sociales. Dans les associations féministes, par exemple, c'est pas évident d'essayer de s'engager en tant que femme voilée. Et on a parlé du fait que André Breivik, par exemple, le mec qui a tué 100 personnes en Norvège,
On n'a pas sommé les chrétiens à se justifier, on n'a pas sommé les blancs à se justifier, on n'a pas sommé les chrétiens et les blancs de défendre la religion chrétienne. Et par contre, c'est toujours le cas quand il y a un musulman qui agit d'une façon pas normale ou grave, qui tue les gens. Et on est de savants experts capables de produire un constat analytique très pointu, très poussé, très nuancé, une situation qui est sans issue littéralement. Donc dorénavant, il faut essayer d'envisager une mobilisation sur quelle porte ça débouche, sur quel horizon, quelle solution on propose, quelle planification, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir, où est-ce qu'on va.